Bonjour tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode de Tendance et Histoire. On commence par un fou rire parce que c'est un ami avec qui on a eu beaucoup de fans durant plusieurs années honnêtement, 20 ans environ qu'on se connaît. Alors aujourd'hui on a l'honneur d'inviter notre cher ami Jean-Michel Collin. L'honneur. Bien sûr, l'honneur. Hey, tabarouette, faut bien être un podcast pour se dire une affaire de même. Jean-Michel, on est vraiment content de t'accueillir ici. Alors, Jean-Michel, rapidement, ancien ex-DT de Phoenix des Rivières, ancien joueur du Rouge et Or, on a joué ensemble une saison hivernale. Ouais, c'est vrai, ça doit être la seule saison que j'ai joué avec toi. Enseignant, il nous parlera un peu de son parcours. Et bien sûr, écrivain, beaucoup d'écriture les dernières années, de livres très passionnants. Alors Jean-Michel, vraiment content de t'avoir ici parmi nous. Ça me fait plaisir. J'avais vraiment hâte de venir ici. Sérieusement, là, j'aime beaucoup les podcasts. Je suis un consommateur de podcasts. Puis j'avais bien hâte de venir ici. Merci d'avoir accepté l'invitation. Jean-Mich, j'aimerais bien te laisser honnêtement surfer, naviguer un peu sur ton passé récent un peu pour ne pas aller trop, je sais que t'es trop vieux là, mais... Ouais. 43 ans, je commence à être... Tu veux savoir quoi sur mon passé sur le Exactement, soccer? ton parcours, puis brièvement, on va rentrer dans le milieu du soccer. Parce que c'est un podcast de soccer, c'est ça? Exactement, surtout. Tendance et histoire du soccer. Exactement. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'essayer à chaque épisode de réunir, de ramener, d'inviter des gens qui ont marqué de leur présence la région de Québec. Et donc, c'est régional. C'est malade, exact. ça. Donc, on a pensé à toi, Jean-Michel. C'est gentil. Je t'en prie. C'est gentil. Est-ce que tu vas t'auto-interviewer un moment donné? Non. Bonjour les amis, ici Nabil. Allez, je t'écoute, Jean-Michel. Jean-Michel Collin, écoute, j'ai été longtemps directeur technique d'un club passionnant. J'ai vraiment aimé ce travail-là, peut-être jusqu'à la dernière année. J'ai fait ça pendant 16 ans, directeur technique du même club, c'est-à-dire de 2003-2004 à 2019, vers fin 2019. J'ai commencé à 23 ans, ce qui était très jeune. Beaucoup trop jeune. Puis dans le temps, le poste de directeur technique, c'était pas quelque chose. C'était très nébuleux. On avait des conditions salariales... je me rappelle. On pourrait dire terribles, mais en même temps, ça commençait. Fait que, c'était bien. J'étais joueur du Rouge et Or à ce moment-là. Tantôt, je faisais la blague parce que j'ai réchauffé le banc très longtemps. Ça m'a aidé pour écrire des livres, mais j'ai réchauffé le banc bien longtemps pour finir par jouer ensemble. Au moins, ça serait quelque chose. Puis j'étais ton capitaine. Tu l'as pas précisé. Il faudrait que tu obéissais à mes ordres. Fait que ça, c'est correct. Il faudrait que tu le saches. Puis que tout le monde le sache que tu étais sous ma férule, sous ma gouverne. C'était important. Je l'ai toujours accepté, t'inquiète. Mais non, c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça pour bien des gens, j'ai l'impression. À Québec, le plus haut niveau, à part les gars qui faisaient les équipes du Québec, c'était le Rouge et Or Soccer. Okay. Fait qu'on on se faisait recruter pas mal pour les emplois de soccer qui commençaient. C'est Elder qui m'a envoyé d'abord au club de soccer de l'île d'Orléans. J'ai eu du fun là, mais j'avais pas de voiture. Fait que c'était ma blonde qui me voyageait là. Je suis pas sûr d'avoir fait le meilleur travail possible. Je pense que j'ai fait un travail honnête, mais j'avais 22 ans à l'époque, pas de voiture. Puis après ça, c'est ça. Fait que là, je me suis mis à me former dans le soccer. Puis Elder, Dieu ait son âme, le beau, le grand Elder, qu'on a aimé et qu'on aime encore, a décidé que j'allais devenir un directeur technique. Fait qu'il m'a pris sous son aile. Il m'a expliqué un peu le métier. Puis il y a eu une occasion à Phoenix, puis il m'a chaudement recommandé. Okay. Ça a commencé de même. Je suis parti comme ça. Là, tout est parti, OK. Temps partiel au début, tranquillement, développe. Puis à un moment donné, en 2014, je suis à l'Institut national du sport. Je fais mon diplôme en haute performance à l'INS. Je capote solide. Là, je prends le virage sportif. Je me dis à ce moment-là... C'est le moment ou jamais. On y va, puis je veux monter de niveau, puis je veux entraîner au niveau. Puis là, je commence vraiment à me former encore plus, etc. Pour finalement me rendre compte que le haut niveau, c'est peut-être pas fait pour moi au niveau des exigences familiales. Mais je pars en fou là. Je fais juste que du soccer. J'écris des livres à temps perdu. Okay. Puis c'est ça m'a conduit jusqu'en 2019 où j'ai arrêté la direction technique. Excellent. Avant d'arriver au livre, Jean-Mich, j'aimerais bien un peu que tu nous parles un peu de tes débuts. Comment tu voyais
l'environnement, le décor soccer québécois ici dans la grande ville de Québec. Moi, je me rappelle, j'ai une idée, mais j'aimerais bien, toi, que tu nous le dises un peu. C'était comment Que du bonheur. C'était de la découverte. C'était un environnement de travail exceptionnel qui me convenait parfaitement de par l'homme exceptionnel qui dirigeait, c'est-à-dire, je n'ai parlé tantôt, Elder, qui est quelqu'un d'hyper humain dans sa gestion. Et pour moi, c'était des valeurs qui étaient très importantes, donc ça a cliqué. Rapidement, les directeurs techniques, on est devenus comme une équipe de soccer. Oui, on était concurrents, mais en même temps, on se côtoyait beaucoup, on se parlait beaucoup, on se posait des questions, on faisait des projets. Il y avait une libre circulation de l'information. Mais en même temps, le chantier était tellement grand à ce moment-là. Il n'y avait pas tout le staff qu'il y avait là. On était faiseurs de tout. On faisait un peu de tout, puis on était tout et nulle part à la fois, mais en même temps, c'était vraiment le fun. C'était des belles années. Le soccer a connu un boom incroyable. Les gens savent qu'il y a Benoît aussi qui est à côté. Savent-tu? Je viens d'annoncer à tout le monde qu'il y a quelqu'un d'autre dans le podcast. Benoît pourrait en témoigner. Donc, c'était vraiment le fun. Il y avait beaucoup de travail. C'était fou raide. C'est sûr qu'on a été sous-payés pendant longtemps si on regarde ça. C'était fou raide. Mais en même temps, c'était le fun. Puis on était supporté par un gars exceptionnel avec Elder. Je veux dire, tu avais toujours une réponse à tes questions, un conseil à tes inquiétudes. Puis si tu n'avais pas de certitude, au moins tu te faisais guider. Puis ça, c'était vraiment bien. Ouais. Excellent. Durant toutes ces années-là, Jean-Mich, tu as vu évoluer des jeunes qui sont devenus adultes. Si durant ces années-là que tu as passé sur un terrain, bien sûr, on dit toujours on veut développer des athlètes, mais avant tout, on développe des humains. Ouais. Ça serait quoi ta meilleure réalisation durant toutes ces années? Pas nécessairement sportive soit-elle, là, mais qu'est-ce qui faisait ton bonheur, en fait, à tous les jours ou à chaque année ou après chaque bilan? C'était quoi, en fait? Cette job-là qui est quand même directeur technique, j'ai entraîné à Garneau aussi. J'ai eu comme ces deux carrières-là longtemps en collégial D1. J'étais entraîneur avec Charles. Qu'on salue au passage. Oui, c'est monsieur Hervé, bonjour. Il me vient quelques anecdotes, mais les plus grandes fiertés, là, c'est cliché, mais c'est toujours la même chose. T'es sur Facebook, t'es vois évoluer comme personne. Oups, à un moment donné, ils ont une job, ils mettent leur maison sur Facebook. Après ça, ils ont des enfants. Puis tu vois qu'ils sont heureux, tu vois qu'ils ont évolué. Puis là, tu te dis, c'est pas à cause de moi qui est là. Mais tu sais, j'ai collaboré. Puis maintenant, des fiertés plus personnelles. Moi, il y en a une qui me vient en tête. Un jour, je suis à Place Laurier. Puis j'ai un jeune que j'ai eu, très, très bon joueur que j'ai eu. Puis au niveau de son comportement, c'était difficile un peu. Puis je suis à Place Laurier, puis il fait comme une action répréhensible à Place Laurier. Rien de criminel, mais un comportement un peu. Et je lui mets la main sur l'épaule dans le fil d'attente. J'ai mes deux enfants par la main. Et je lui dis, écoute, tu fais pas ça, là. Il me regarde, puis il prend du temps à me reconnaître. Il dit Jean-Mich, parce que la plupart des gens m'appellent Jean-Mich. Jean-Mich. Puis là, je vois que dans sa tête, il y a un dilemme. Est-ce que je l'écoute? Ça fait 2-3 ans que je ne l'ai pas vu. Je suis rendu à 17-18 ans, un peu bum. Est-ce que je l'écoute ou je l'envoie promener, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu veux, toi, j'ai plus rapport avec toi. Puis il a arrêté. Il m'a regardé, puis il m'a dit, ouais, c'est vrai. Merci. Puis il est parti. Là, j'ai fait, tu sais, là, c'est là que tu vois l'influence que quelqu'un du sport peut avoir sur un jeune. Là. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, wow, OK, j'ai peut-être pas changé sa vie, mais j'ai peut-être fait réfléchir aujourd'hui. Il va peut-être rentrer chez eux en se disant, c'était peut-être pas la meilleure idée de faire ça. S'il y a un monsieur avec ses deux enfants qui m'a déjà coaché, qui m'arrête au centre d'achat, puis qui fait ça. Ça prend un village pour élever des enfants. Là. Tu sais, là, c'est de même que je l'ai vu. C'est vraiment de même que je l'ai vu. Puis, c'est ça. Je pense que c'est les deux exemples qui me viennent en tête. Voir leur vie évoluer sur Facebook, ça, je trouve ça vraiment cool. Excellent. Ouais. Donc, tu es content de les voir évoluer ainsi. Ouais. Durant tout ton parcours comme directeur technique, ton rapport avec tes éducateurs, c'était comment un peu? Famille. C'est une famille, OK? Moi, je pense. J'essayais d'agir en bon père de famille bienveillant.
J'essayais toujours de... Moi, le côté humain est super important. Ça a ses forces, ça a ses faiblesses. C'est comme dans une gestion de classe ou peu importe. Ça a toujours ses forces et faiblesses. Les forces, c'est que ça installe un climat de travail sain. Ça installe un climat familial, un climat de travail particulier. On se sent bien. On ne se sent pas en danger. On ne se sent pas vulnérable d'un changement de position ou d'un placotage dans le dos, d'hypocrisie. On se sent bien. Par contre, les faiblesses que ça peut comporter, bien, c'est peut-être un peu je dirais, de familiarité, de proximité. Rien de grave. On n'est pas des amis, mais je vais m'absenter, j'irai en vacances, j'irai ça. Puis là, quand tu dis non, on dirait que ça fait plus mal. Exactement. Ça fait plus mal quand t'es proche. Quand tu agis comme père de famille, dis non, là, on peut pas, on a besoin d'eux. Tu sais que tu leur fais un peu plus mal en leur disant non, versus si tu as une façon de gérer plus cartésienne, plus froide, on dirait que le monde s'attend à ce que ce soit de même, ils font comme, c'est pas grave. Excellent. Donc, moi, ça a toujours été ma façon de faire, mon climat de travail avec mes éducateurs. Je voulais qu'ils sentent que je les aimais bien, puis que j'étais là pour eux autres, puis je voulais les aider au maximum. Et avec les parents, parce que c'est une partie prenante, un peu, je sais que c'est pas toujours facile. Tu commences fort. Non, mais je veux dire comment... Non, mais je veux dire d'une façon générale, honnêtement. Des fois, on peut paraître ferme, mais comme bout de ligne, c'est quelque chose de bien qu'on fait pour le bien-être des enfants, mais d'une façon générale, Jean-Michel, je n'étais pas obligé de rentrer dans les... Je veux dire, ça fait 4 ans que j'ai arrêté d'être directeur technique, j'ai rien de secret, ni rien de... Je suis pas sorti de là avec 8 procès pour... Non. Les parents, là, c'est toujours les premiers pointés du doigt. On dirait là, que les parents ils ont mauvaise presse. Puis c'est vrai que des fois, il y a des parents ou des équipes de parents... Ils agissent pas bien pour leur enfant. Ils mettent la pression, ils gueulent trop, ça. Mais en même temps, c'est bien rare là-dedans qui ont des mauvaises intentions. C'est des mauvaises personnes. Tu sais, tu les rencontreras en dehors du sport, là, tu serais ami avec eux autres, tu prendrais une bière, tu aurais du fun. Tu sais, puis dans le contexte sportif, nous, comme directeurs, quand on les voit à ce moment-là, c'est sûr que des fois, c'est confrontant. C'est sûr que des fois, c'est confrontant, mais en même temps... c'est des alliés. C'est des alliés. Oui, c'est des alliés. Puis tu essaies toujours de travailler avec eux autres. Mais tu sais, en même temps, là, on est au soccer, puis là, à 9, 10 ans, puis 11 ans, puis 12 ans, là, on les retranche. Là, on leur dit qu'ils ne seront pas dans telle équipe ou dans tel niveau. Là. Hey, ça fait mal. C'est du stock à prendre. Exact. C'est pas facile. Puis dans tous les sports, c'est pareil. Là, je suis rendu coach au hockey, là, puis c'est la même affaire. Là. Puis même moi, comme parent, je l'ai vécu un classement que je n'étais pas trop sûr pour mon gars. Je pense qu'il aurait dû être un peu plus haut. Puis je l'ai mal vécu. Je n'étais pas bien avec ça. Là. J'avais le goût de leur dire qu'il n'était pas bon. J'avais le goût de leur dire qu'il avait mal regardé. J'avais le goût de leur dire qu'il était sur son sel. T'sais. Toutes les choses qu'on entendait tout le temps. L'évaluateur n'a pas regardé mon gars, etc. J'avais le goût de tout leur dire ça. Là. Mais en même temps, j'ai pris mon gaz égal. J'ai fait, tu reprochais ça dans le temps. Exact. Mets de l'eau dans ton vin. Puis après, on a tous les cas exceptionnels qu'on se raconte tous, là, quand on se voit, là, des cas de parents graves, mais ça, c'est pas pareil. Là, je veux dire, c'est... L'affaire qui m'écoeure le plus, c'est les arbitres. Il faut pas que tu gueules après un arbitre. Lâche les arbitres, tais-toi après les arbitres. J'ai gueulé après des arbitres quand j'étais plus jeune, dépendant du niveau. Non, ça, je suis rendu intolérant. Ça, là, je suis intolérant, puis encore plus depuis que je suis père de famille, puis encore plus depuis que je suis plus directeur. J'interviens plus depuis que je suis plus directeur, comme parent, comme ça. Spectateur. Ouais. Ça doit faire 4 plaintes que je fais. Puis je suis pas gêné de le dire. Ça doit faire 4 plaintes que je fais où j'appelle le club. J'ai dit, vous en avez un qui gueule après un petit gars de 12 ans. C'est pour ça qu'on les perd à chaque année. Je suis allé voir un petit gars de 10 ans, 11 ans qui était en pleurs après un match. Je suis allé le voir, puis j'ai dit, écoute, tu sais peut-être pas je suis qui. Je n'ai pas dit j'étais qui, tu sais, parce que Jean-Michel Collin, t'es qui, toi? T'as déjà été directeur technique, coach. T'écris des livres, je les connais pas, tes livres. Tu sais, tu sais pas je suis qui, mais je connais mon affaire pas mal dans le sport, là. Je veux te dire que t'es vraiment un bon arbitre, puis que les 2 gros monsieur qui t'ont crié après puis qui t'ont insulté, ça, c'est des parfaits imbéciles. Ils n'ont pas d'affaire à faire ça. Puis, on leur a dit, nous autres, dans les estrades aussi. Puis j'ai fait ma plainte après aussi. Tu sais, je pense que si on est tous conscients de le faire, il faut le faire. Bien exactement. J'ai pas de doute. J'ai aucune gêne là-dedans. Excellent. Parallèlement à ça, Jean-Mich, à ton rôle de directeur technique de club, comme tu l'as souligné tout à l'heure, tu étais dans le staff des élans du FX Garneau, oui. grande école, oui. avec
tes amis, en fait, qui étaient Oui. dans le staff, là, Charles et Alex, qu'on salue Ouais. au passage, là, j'espère ne pas oublier personne. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu des moments inoubliables? Et parce que je sais, honnêtement, c'est deux choses complètement différentes. Parce que là, on va dire que tu es dans la compétition, tu es dans la performance, tu es dans l'obligation de bien faire. Ouais. Mais en même temps, tu gères des humains quand même. Raconte-nous un peu des moments inoubliables de l'arrivée de la fin un peu. C'est le début de la fin. Ouais. Comment tu as senti un peu ta fin? Je me rappelle comme aujourd'hui quand on a commencé à lire un peu à droite et à gauche que Jean-Mich va mettre terme à sa carrière d'entraîneur. Parlons un peu de tout ça. Je sais que tu es enveloppé de souvenirs. Ouais. Alors, je te laisse. Le premier souvenir qui me vient, c'est Charles qui me contacte. On n'est pas amis à l'époque, puis qui me dit, puis ça, j'avais trouvé ça tellement flatteur. Il dit, jamais, j'ai rarement vu un gars qui est capable d'établir des liens avec des joueurs de même. J'ai dit, j'ai jamais vu ça. Il dit, puis je veux avoir ça dans mon équipe de coach. Il dit, je pense qu'il n'y a pas tant de monde qui le savent. Moi, je l'ai vu aller, je t'ai vu coacher. Puis écoute, j'avais coaché du secondaire, D2, D3, soccer intérieur à l'époque. Puis il m'avait vu, ça faisait quelques années, puis il m'a dit, moi, je veux ça dans mon équipe. Écoute, on avait 24 puis 25 ans, 26 ans, puis on allait coacher collégial à la grosse division. Fait qu'on est arrivé là avec deux flots, mais vraiment motivés, mais super humbles. Même si j'ai l'air d'avoir confiance en moi, on était vraiment humbles, puis on posait des questions, tu sais, Elder, n'importe qui, tu sais, Fergus, tu sais. On posait des questions, on lisait des livres, on regardait des matchs. Écoute, craqué, on allait voir tous les matchs pour le recrutement. On s'est dit qu'on allait prendre ça un peu comme des colleges américains. Mm-hmm. On s'est dit qu'on allait faire ça, même si on avait un salaire, tu sais, puis Garneau nous payait. Ils payent comme ils peuvent, mais on n'avait pas un gros salaire. On s'est dit, nous autres, on prend ça comme si c'était le programme. Fait qu'on s'est dit, on traite ça de même. À partir de ce jour-là, sur 10 ans que j'ai coaché, j'ai fait 9 fois la finale provinciale sur 10 ans de coaching avec Charles. Puis on a fait ça. Puis après ça, on a fait 5 championnats canadiens. Des récits, mais écoute, puis le premier, là, c'est plus drôle parce que là, tu sais, là, j'en ai fait des affaires, mais moi, j'aime ça me mettre ridicule. Fait que vous allez voir, là, ma belle-mère dit si on ne vaut pas une raison, on ne vaut pas grand-chose dans la vie. Regardez bien ça. Fait que là, on lit tout ça. La première année, perd en finale contre Champlain, puis les gars sont forts, c'est une équipe incroyable. Les gars sont déçus, puis là, moi, je dis à Charles, on va en faire des champions de nos gars. Faut le faire. Charles, pareil, on va faire des champions, let's go. Alors, on se remet sur la table à dessin. Puis on bosse. Gagne la demi-finale, arrive en finale. On mène 1-0, on mène 2-0. Ils nous ont exclu un joueur après la 4e minute en début de match. Okay. On mène 2-0. Ils nous en mettent 2-1. Et là, il faut gérer. Écoute, on est à ça d'avoir le billet. Tu sais ce que c'est d'avoir le billet d'avion dans les mains et prendre l'avion. Tu veux ça. On est à ça de faire ça à Québec. Là. Ça s'est fait il y a très longtemps. Là. Puis là, Charles, tu sais, puis je touche. Puis là, comme adjoint, je me lance des fleurs, j'étais sur la coche, je répondais, j'avais des idées, je suis arrivé avec le tableau. Il se retourne vers moi, jamais. J'ai figé Barrette. Pendant 5 minutes, sur les 12 dernières minutes, j'ai rien dit à Charles, j'ai rien fait. J'étais le pire adjoint, j'ai figé. Je vivais pour la première fois ce stress-là. Puis comme bien des athlètes, j'ai figé raide. Plus rien se passait dans ma... Rien. Tout s'est arrêté. Et Charles, on était rendus amis. Excusez-moi le terme, il se retourne vers moi. Il dit « Hey, toi, Carl! » Il dit « C'est pas rien que d'être bon en saison par demi-finale. » Il dit « Brouille-toi le derrière, on veut prendre l'avion. » Puis là, ça m'a comme serré, ça m'a comme réveillé un peu. Puis je suis revenu. Mais pendant 5 minutes, j'ai figé raide. Plus capable. C'était trop pour moi. Fait que j'ai ce souvenir-là en tête. Puis j'ai un souvenir, écoute, ça c'est incroyable. On perd 1-0 dans les arrêts de jeu. On égalise sur la dernière action. Quand tu vois l'arbitre regarder sa montre, on s'est dit, c'est là. Bang! On en met un. On arrive dans les arrêts de jeu. Dans les prolongations. Bang! On en met un autre, prend l'avion 2 ans de suite au championnat canadien. Cette année-là, on a perdu en finale le Canadien. Perdre une finale canadienne, ça fait mal. Ça fait mal, mais j'ai vécu une finale canadienne dans ma carrière de coach. C'est quand même bien, honnêtement. Ouais. Sachant que les autres équipes anglophones sont plus vieilles, généralement. Oui, toujours donc, plus vieilles. Plus fortes. Ouais. Donc, honnêtement, on part toujours démunis un peu. Non, puis ça, c'était malade, ce championnat canadien-là aussi. Nos gardiens avaient été malades aussi. Non, ça, c'est mes beaux souvenirs de gardiens. Mais... Il y en a... dernier match, tu veux parler de ça, mon salopard, hein? Ça va faire
faire plaisir Au Dynamique. au Dynamique, écoute, on ne peut pas parler des à Dynamiques. l'ancien staff de Sainte-Foy. Quand Dynamique est arrivé, ça nous a fait suer, mais suer. Je me rappelle, j'étais impliqué dans le staff. Oui. Et j'ai regardé le match en direct parce que j'étais pas à Montréal. On avait déjà perdu une fois contre Sainte-Foy en Ouais, demi-finale, l'année qu'on recevait les championnats canadiens. Ça avait fait mal, ça aussi. Mais puis, ça. même scénario en pénaux, même affaire en pénaux. Fait que là, ma 10e année, là, je suis fatigué, j'ai 2 enfants, mon emploi prend de plus en plus de place, je commence à avoir la langue à terre, fait que Charles m'offre plein d'affaires, il me dit, regarde, écoute, on peut alléger ton calendrier. Je me dis, non, ça, je peux pas faire ça. Je veux dire, être adjoint, faire des liens avec les joueurs, il faut que tu prennes le bus. Tu peux pas prendre le bus. Puis déjà, je l'avais fait un peu moins fait cette année-là. On arrive inévitablement contre Sainte-Foy, qui a une grosse génération de recrues. Contre Sainte-Foy, finale à Montréal, 2 équipes de Québec, les estrades pleines pareil. Ouais. Match de fou. Fini 1-1 ou 0-1? Ça a fini 1-1. On a le match sur un plateau d'argent, on peut mettre un péno, on le gagne. Ouais, c'est ça. On le met pas. On s'en va en prolongation. Il tape une barre, on frappe un poteau. Match de fou. On arrive en péno, puis là, écoute, là, t'es à bout de nerfs. Les joueurs sont à bout de nerfs, les coachs aussi. Je sais que c'est mon dernier match, ou peut-être pas. Et j'ai des joueurs que j'ai coachés dans le U18 ou le U21 3A qui sont de l'autre côté. Des joueurs que j'ai connus à Phoenix dans le temps qui sont de l'autre côté. Donc, j'ai un sentiment à partager des gars que j'ai eu aux sélections régionales. On perd, je suis démoli pour mes joueurs, mais en même temps, je vois des joueurs qui avaient choisi Sainte-Foy depuis très longtemps, qui se battaient pour enfin y aller, puis ils voyaient toujours Garneau y aller, puis ça les énervait. Puis là, je les voyais vivre ça. C'était un drôle de moment, mais en même temps, j'ai trouvé que c'était un match au 13e péno. 13e péno. C'est malade là, quand tu penses à ça. Là. Puis, mes joueurs, justement, que j'avais côtoyés dans le temps, sont tous venus me voir. T'as des émotions, tu pleures, des gros hugs, des grosses colles. Les gars de Garneau aussi. C'est un beau match pour quitter. Même si c'est sur une défaite, c'est un très beau match pour quitter. Bien, puis, mais à partir de là, c'est là que tu t'es dit, OK, c'est bon, j'arrête. J'étais fatigué. Là. Je commençais à être fatigué. Le métier de DT, là, à un moment donné, là, j'avais calculé pour le fun. Là. J'avais calculé le nombre de fois que le téléphone sonnait. Tout le temps, en dehors de notre horaire de DT, je mets ça entre guillemets, en dehors de notre horaire. Là, il n'y a pas d'horaire. Ça avait pris 40 heures. Une semaine de travail à coup d'une... Puis pas, je facturais pas, puis je fais un clin d'œil aux avocats, à nos amis là, qui sont avocats, je facturais pas aux 6 minutes puis aux 15 minutes. Là. Un appel de 1 minute vaut 6 minutes. Non. Si c'était 1 minute, puis là, je m'étais amusé à noter ça pour le fun. Avec 40 heures en 1 an de téléphone hors horaire. Puis tu sais, c'est la passion, puis c'est un... on dirait que c'est comme les enseignants un peu, là, mais tu as une job de cadre là, d'été. Là. Trompez-vous pas, les gens qui écoutent. Là. Directeur technique, c'est une job de cadre. Et ils ont des exigences de cadre. Donc, t'arrêtes jamais. Là. Le téléphone sonne tout le temps. Exactement. Puis, tu sais, en tout respect, c'est pas tout le temps pour des bons motifs. Là. Hey, les ballons sont pas là. Hey, lui m'a dit une telle affaire. Ce joueur-là ne s'est pas présenté. On est là. C'est pas ouvert. Tu sais, c'est pas toujours pour des bonnes raisons. Je suis pas content de ma sélection. Tu sais. Mais ça sonne tout le temps. Tu es tout le temps occupé. Tu restes la référence. Puis après ça, tu as les membres du CA. Puis tu as ton staff. Puis le soccer, ça marche 7 jours sur 7, quasiment 24 heures sur 24. Puis là, tu pars un programme scolaire. Là, l'école t'appelle. Puis tu as des essais, puis là, ça n'arrête jamais. Tu es tributaire d'un paquet d'affaires. 2500 jeunes, mettons, là, à Phoenix. C'est un gros club, exactement. 5000 par an, si c'est pas plus. Des employés, du monde bénévole. Tu veux leur donner du service aux bénévoles. Puis, tu sais, tu n'as pas trois chances avec un bénévole. Avec le temps qu'il y a, c'est là. Fait que tout ça pour dire que quand tu regardes le salaire, puis tu regardes le niveau d'énergie que tu mets, puis tu as des enfants, tu es au stade. Mettons, à un moment donné, à la fin, dans mon contrat, là, on devait s'arranger pour que j'aille environ 1 et 3 soirées par semaine. Mais c'était jamais une. Là. C'était jamais une. J'étais toujours là au stade. Tu mets le pied dans le stade, je vais aller faire une heure ou deux. Je vais aller voir les U13 et U14. Tu as U16 après. Là, tu vois les parents. Tu ne peux pas m'en aller. Même si tu le fais des fois, je vais rester. Exact. Fait que, tu sais, ça tire beaucoup, beaucoup, beaucoup de jus. Ça use. Même si moi, je me suis battu et j'avais des belles conditions à la fin. Je suis au stade. Je regarde par la fenêtre du stade, puis je dis je venais de recevoir une offre d'enseignement. Ça faisait durant la dernière année que j'avais plusieurs offres de revenir à l'enseignement. Là, j'en reçois une qui me dit, parce que j'avais remis mon nom sur une liste. J'avais annoncé mon départ, je dis je vais partir en août 2020.
Puis décembre 2019, je reçois une offre. Puis je sais, en raccrochant, Tu t'es dit, j'ai bon, dit, c'est c'est là la que c'est bonne. fini, c'est terminé. C'est le moment. Je suis plus capable. Je veux dire, c'est rendu tough, c'est rendu Comment tu as été exigeant. honnêtement? Oh, j'ai été honnête avec moi-même, puis je suis pas gêné de le dire. C'était rendu exigeant, là. Soccer Québec, Soccer Canada, c'est parfait. Je veux dire, c'est correct. Mais là, j'avais calculé le nombre de journées que j'allais être à l'extérieur pour des formations, des ci, des ça. J'avais 2 enfants, bientôt 3, fait que c'était fini. C'était terminé parce que c'était difficile. Non, j'avais 3 enfants à l'époque. Excuse-moi, Rosalie. Justement, donc là, on passe... C'est ce que où est-ce que Mais je veux dire, là, la dernière chose là, sur le métier de DT, c'est un très beau métier. Mais je pense que les conditions de travail doivent être revues pour cet emploi-là. C'est un emploi qui est méconnu. C'est un emploi qui est très exigeant. Sous-estimé. Puis qui est sous-estimé aussi. Puis que les conditions ne sont pas optimales pour ces personnes-là. C'est pas pour rien, là, on le sait. Là, moi, je vais le briser, là, le plafond de verre, s'il y en a un. Il n'y a plus personne qui veut faire ça. Là. Le monde qui font ça, ils sont pas capables de durer. Tu sais. Dans le temps, on faisait ça longtemps, mais peut-être qu'on c'était moins gros, moins exigeant. Là. Mais là, à cette heure-là, c'est fou là, quand tu penses à ça, le niveau d'exigence. Exact. Fait que si t'es sur un CA, puis ton DT est fatigué, puis il y a moins de jus, tout ça, lâche-les tranquille. Donne-lui un break, dis qu'il va prendre une semaine de vacances, il n'y a personne qui va mourir. Là. Exact. Si les plans d'urgence et les plans de santé sont faits dans le stade et ces terrains, c'est beau, c'est correct. Exact. Tout est là, laissez-les respirer un petit peu. Excellent. Parfait, là, je retiens beaucoup de choses, Jean-Mich. Puis la transition vers le métier d'enseignant. Oui. Enseigner, chez nous, on dit que c'est l'équivalent d'un prophète. Parce qu'enseigner, c'est quelque chose de sacré. Alors, hey boy. dans quel état d'esprit? Tu prends ça, puis tu vas me porter ça. Il y a un édifice, là, sur la colline, là. Il y a un drapeau du Québec par-dessus. Ouais. Le Parlement qui appelle. Tu iras voir le Parlement, tu iras leur dire ce que tu viens de nous dire. Ouais, bien ça sûr. va peut-être Non, les aider je sais. Mais moi, en plus, là, puis je chiale pas, je suis au privé, donc je travaille encore. Puis c'est vraiment tabou, là, ça, cette situation-là. Mais je pense qu'effectivement, pour tous ceux qui font la grève, puis qui, comme ma blonde, qui, elle, n'a plus de salaire, qui rentre à rien, je pense que c'est beau ce que tu viens de dire là. Je pense que mais honnêtement, nous, c'est dans notre culture, l'enseignant, c'est un prophète, honnêtement. Okay. Et malheureusement, c'est plus comme avant, honnêtement, un peu avec le changement des générations. Justement, ce passage-là d'un gars qui s'occupait de 2500 jeunes et d'une couple de centaines d'éducateurs, etc., passer à un autre niveau, à un autre challenge. Comment tu as vécu ça, Jean-Mich? Puis c'était quoi est-ce que tu avais des appréhensions un peu au début? Est-ce que tu n'as pas eu des regrets? Parce que honnêtement, maintenant c'est carré ta vie un peu là. Donc, Nabil. Moi j'ai enseigné, je sais ce que c'est. Donc quand Nabil. même c'est Nabil. Oui. Nabil. Ouais, vas-y, écoute bien. J'écoute. T'en croiras pas tes oreilles. Quand je rentre dans mon auto à 3h15 le soir, j'ai plus aucune pression. OK. Donc, je ne sais pas si le téléphone va sonner. Je ne sais pas si le soir, je devrais aller sur quel terrain ou tel terrain. Okay. C'est la paix d'esprit. Okay. Ce qui me manque, par contre, c'est la compétition. C'est ça. Ça, c'était le fun, ça. Peu importe les équipes. Hey, j'ai eu tel résultat. Ah ouais, t'as essayé telle affaire. Tu sais, les gens, tout ça. Mais non, les jeunes, je les retrouve avec l'enseignement. Même sous une base régulière, j'en ai moins. Même si j'ai 4 groupes, j'ai 150 élèves. C'est pas mal moins que 2500. Exact. Fait que c'est un bonheur. Là. Moi, je rentre dans la classe, je suis énervé, j'ai du plaisir avec eux autres, je suis de bonne humeur, j'aime ça. Ton rapport avec les élèves, c'est comment? C'est ma force encore, de mettre un climat. T'as gardé toujours ça? J'ai retrouvé ma couleur que j'étais en train de perdre de par ma tâche de directeur, puis je pense que c'était correct aussi de ne pas être trop non plus familier avec tout le monde. Là. Ils t'appellent comment, les élèves à l'école? Monsieur Collin. À partir de maintenant, ça va être la même affaire Monsieur pour Collin. toi. Monsieur Collin. Je peux pas. Non, il dit je peux pas. Je peux pas, excuse-moi. Non. assez connu pour... Mais non, je t'agace. Non, c'est M. Collin, c'est les vouvoiements, mais c'est hyper chaleureux. Les élèves sont fins. J'ai des bons élèves. Oh, j'ai vraiment du plaisir. Est-ce que tu les suis ou c'était toujours à la même année? Non, secondaire 5, qui prépare l'examen du ministère. Okay. Après ça, c'est le fun. Le mois de mai, juin, c'est des finissants. Fait que ça devient plus relax un peu. Non, c'est le fun. Ça serait quoi, tu as une ou deux qualités comme enseignant, Jean-Mich? Est-ce que le fait d'être passé par des grosses responsabilités dans le monde du foot, comme directeur technique, est-ce que j'imagine que ça a servi, oui, mais est-ce que tu peux être un peu plus... C'est une bonne question. Je pense que dans la classe... Qu'est-ce que tu as appris pour au soccer? Oui, c'est ça. Qui t'a permis un peu que les jeunes disent « Wow, à l'école, là... » Ça, c'est vraiment une bonne question. C'est que
je pense que je comprends ce qu'ils sont à l'extérieur de la classe. OK. J'ai été tellement côtoyé à l'extérieur de la classe, de capable de voir que dans une classe, c'est des fois même pas le même individu du tout que celui sur le terrain. Donc ça, j'ai ça en tête souvent. Donc ça, je pense que ça m'aide dans l'analyse puis ma gestion de classe avec l'élève. Quand je vois un gars ou une fille, là, je pense à une élève que j'ai eue l'autre fois, complètement démolie physiquement de par un entraînement. OK. Puis je la vois cogner des clous. Puis là, la politique, ce serait quoi? Hey, on dort pas ici, François au sérieux, nanana. Ben, c'est de savoir ce qu'elle a vécu, puis que moi, je cognais des clous aussi, des fois, dans mes cours à l'université après nos entraînements. Ouais. Puis là, j'arrive, puis là, je faire dire, écoute, réveille, prends une gorgée d'eau, reviens, ça va te faire du bien. Puis on revient, oups, là, on a un beau. Tu sais, tout ça, ça aide au Des climat. subtilités Ouais, un au peu. climat de classe. C'est ça. Puis l'autre affaire, c'est gérer les parents. Tu sais, là, je suis dans un milieu scolaire. Mettre de l'eau dans mon vin, je suis pas du genre à faire ça. Des fois, comme d'été, il fallait que tu le fasses un peu parce que tu n'étais pas sûr de ce qui s'était passé. Mais là, tu sais, c'est l'éducation de votre enfant, c'est l'examen du ministère. Donc, voici les exigences. Il faut s'y plier. Puis on peut faire ça de bonne humeur. Ou on peut faire ça fâché. Qu'est-ce qu'on choisit? Puis, tu sais, je pense que ça, c'est plus facile. OK. Mais dans les subtilités de ce qu'est le jeune à l'extérieur de la classe, je pense que c'est ça que le soccer m'a amené beaucoup. OK. J'ai tellement vu de jeunes puis de problématiques externes au scolaire que c'est ça. Un entraînement de 9 à 10. Tu vas partir à 10h15, 10h30 du stade. Tu sais qu'il n'est pas couché avant minuit, minuit et quart. T'sais, ça fait réfléchir. Ouais, moi, je suis en secondaire 5. Là, j'ai des gars qui ont des autos, 16-17 ans, des filles. Puis j'ai beaucoup de sportifs. Fait que, ça aide. Ça, OK. Mais c'est pas une excuse non plus. Je comprends. Là, mais... Non, c'est ça. Mais tu te mets à leur place un ça. peu parce que tu as vécu... S'il n'a pas étudié pour son examen, là, c'est parce qu'il a mal planifié son temps. Je ne serais pas au petit loup, tu avais une compétition. Non. Mais s'il est brûlé raide, puis je vois qu'il cogne des... Je vous donne l'exemple de cogner des clous. Je vois qu'il y a un rendement qui est moins bon cette période-là. Ben, je vais le voir, une petite table. Regarde, prends ça chez vous à la maison, puis on va se revoir demain quand tu auras fait un bon gros dodo. T'sais. Puis c'est pas une question piège, Jean-Michel. S'il y a quelque chose que tu dois améliorer un peu dans ce monde-là, ça serait quoi? Là? Comme prof? Oui. C'est ça. Au fil du temps, tu vas... Je suis pas régulier dans ma correction. Ah ouais, OK. Ouais. Puis les élèves, des fois, ils attendent après ça. Puis, tu sais, je suis quand même quelqu'un d'honnête dans la vie. Puis je vais leur dire, là, j'ai pris du retard, je suis désolé. Tu sais, mais moi, c'est ça. J'aurais besoin d'être plus régulier dans ma correction, franchement. Là. Régulier dans, ben, tu sais, mettons, dans la façon de corriger ou dans. Non, ça va. Non, ça va. Non, c'est vraiment dans le rendu. Le rendre. Ouais, tu sais, comme là, ils ont fait une dictée. Là, j'ai été super régulier, dang. Ils l'ont fait en début de semaine. Vendredi, c'est fini. Okay. Mais à la différence, un autre examen, ils l'ont fait, ça fait comme 8-9 jours, j'ai pas encore fini. Fait que tu vois là, le manque de constance là-dedans, je pense que mes élèves apprécieraient beaucoup plus si j'étais plus constant. Comme un joueur avec un rendement qui est tout le temps homogène, quelqu'un qui, des fois, il excelle. Ouais, c'est ça. C'est bien. Comme un gardien qui ouais, c'est ça, fait une bourre. Phil Blouin qui t'a arrêté le péno. Phil Blouin, quelle machine de guerre, ce gars-là. Wow! Phil, si tu m'entends, là, t'es une machine de guerre. J'ai toujours été impressionné par ce gardien. Ouais, honnêtement, il l'est encore, sérieux. C'est épouvantable. C'est brave sur les sorties, intelligent tactiquement, bon au pied, sortie aérienne. Puis une très bonne personne en plus. Puis j'ai pas eu la chance de le connaître, mais dans les contacts qu'on avait comme adversaire, c'était toujours bien. C'était toujours bien. Exact. Bon, en même temps que ça, ben, t'as commencé à écrire. Ouais. Honnêtement, je dirais pas que j'étais surpris, mais je me suis dit, OK, donc il a d'autres qualités. J'aimerais bien qu'on embarque un peu là-dedans. Ouais. D'où est venue l'idée comme ça? Est-ce que c'est venu comme ça un jour, tu t'es dit, OK, comme j'aime parler, je suis un bon vivant, j'ai plein d'idées en tête. Raconte-nous un peu. Mais ce que les gens savent pas, c'est que j'ai toujours été un passionné de littérature, solide. Je lis. Il y en a qui jouent au jeu, il y en a qui boivent, il y en a qui fument. Moi, je lis, puis j'écris. Puis je consomme beaucoup de fiction, que ce soit des séries, des films. Je suis un fan de tout ce qui est fiction. J'aime les histoires. J'aime entendre les histoires, me faire raconter des histoires. J'aime compter des histoires. J'aime écouter des histoires que je ne devrais pas entendre. Tu sais, des fois, tu es dans un café, tu es assis, puis là, tu entends une histoire à côté. Ça me fascine, ça me passionne, j'aime ça. C'est ça. J'ai toujours été comme ça.
Puis, j'ai toujours voulu écrire. J'ai fait des études en littérature, moi, parallèlement. Ouais. Ça, c'est un petit côté que je disais pas. J'avais presque terminé mon bac en littérature avant de dire, je prends tous ces crédits-là puis je mets ça en enseignement du français au secondaire. Puis après ça, c'est drôle, j'ai un certificat en création littéraire. Ou du moins, j'ai presque terminé. J'ai presque aussi, c'est ça qui est drôle. Mélange un peu. J'ai presque une maîtrise en littérature aussi, C'est en bien. création littéraire. Il me reste 20 pages à faire depuis 2009. OK. Je ne l'ai jamais fini parce que mes livres ont commencé à marcher. Fait que là, à un moment donné, j'écrivais beaucoup de fantastique, beaucoup de fantastique chez moi à la maison. J'ai dû écrire 2-3 romans fantastiques chez moi. Puis après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, tu devrais écrire pour les jeunes, tu devrais écrire pour le sport, pour les gars. Que les gars lisent. J'ai fait, wow, Qu'est-ce qu'il une nous dit? révélation. Fait que je me suis mis à écrire une histoire de soccer. Et, Complètement soccer. Ici, dans mes mains, complètement soccer, c'était le premier. Hein. C'est le 4e tome que tu as Le dans les 4e mains. tome, c'est Ouais, ça, mais c'est... C'était ma première série, ouais. Exact. Parlons un peu de quoi il s'agit exactement, même si j'ai pris un peu part là. Moi, en fait, je voulais raconter l'histoire d'un jeune Québécois. Tu sais, moi, je trouvais que ça manquait dans la culture du livre ou dans la culture un peu de la télé, des histoires avec des héros, mais avec des grandes ambitions. Puis je voulais montrer un chemin réel. Donc, pas un chemin romancé. Fait que j'ai montré le chemin réel que pouvait vivre un athlète de Québec qui part à l'aventure pour devenir un joueur professionnel. À l'époque, le FC Barcelone comptait dans ses rangs Messi. Il veut jouer avec Messi, il veut jouer avec le FC Barcelone. Donc, on suit son cheminement à partir de 14 ou 15 ans au Phoenix de Québec. Puis on le suit voir jusqu'à la fin s'il réalise son rêve. Ça a été un beau succès, ça a été un best-seller. Je suis vraiment super content. Excellent. On est vraiment content pour toi. Puis il y a plein de clins d'œil, il y a plein de gens de Québec là-dedans. Donc ça, j'aime vraiment ça pour ça. La subtilité de ça. Ouais. Après ça, est-ce qu'il y a eu d'autres livres aussi qui J'ai fait un livre sur le volleyball, OK. Alexia. J'ai fait un livre sur le basket, qui marche vraiment beaucoup. Lui aussi, je suis content. On appelle ça des livres de fond. Mon éditeur m'a expliqué ça au Salon du livre à Montréal. Il dit bravo, Jean-Michel. Sur 4 de tes séries, elle est trop jeune. Mais il y en a 2 qui sont un livre de fond qu'on réédite tout le temps. Puis Alexia pourrait peut-être basculer de ce côté-là éventuellement. Donc ça, c'est vraiment flatteur. Je remercie tout le monde qui me lit. Puis là, l'autre série qui s'en vient, là, c'est Sous les stades. Là. Mais en fait, ceux qui sont ennuyés de Philippe, je l'ai ramené dans un livre. Ça a plus ou moins été publicisé, mais j'ai fait un livre où j'ai ramené tous mes héros de sport ensemble. OK. Ça s'appelle Les Jeux Ultimes. Ça, on a eu du fun en maudit. J'ai ramené Philippe, j'ai ramené tous les autres héros. OK. Puis il y a plusieurs lecteurs qui l'ont comme découvert récemment, qui sont hey, ça fait genre 4 ans que j'ai pas lu ça, je suis content de l'avoir trouvé. Okay. Mais si je te pose la question, pourquoi volleyball, soccer, basketball, soccer? Tous des sports que j'ai fait et j'ai coaché. OK, donc les autres sports, tu étais impliqué. Absolument, oui. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir du hockey bientôt? Tu veux un scoop, toi, là? Non, mais... J'ai une entente de principe, oui, avec une maison d'édition pour un livre sur le hockey que j'écrirai en 2025. Okay. On est loin encore, mais il y a un livre sur le hockey qui s'en vient. Ouais. Quand on pousse les jeunes pour aller lire tes livres, Jean-Michel, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de ça? C'est quoi l'essence, en fait? Je peux te raconter une histoire? Oui, vas-y. Je vais te raconter une histoire. J'ai un jeune qui m'écrit, là, 2-3 ans. En fait, non, c'est pas vrai. C'est Charles Harvey qui vient me voir, qui me dit, Jean-Michel, à Charlebourg, il y a un joueur qui aimerait ça te parler ou t'écrire. Voici son histoire. Il me dit, c'est un joueur complètement démotivé, il n'est pas sélectionné au 3A la première année. Et durant l'été qui n'est pas sélectionné, il tombe sur mes livres, il lit ça durant l'année. Il s'entraîne comme un fou. Comme un fou, hein. Comme un fou. Il n'arrête jamais. Son grand-père, il fait une planche à rebond, comme dans le livre. Ah ouais. Il s'entraîne. Il prend comme mon héros comme modèle, puis il se met à s'entraîner comme un fou. Et il fait l'équipe 3 l'année suivante, en U15. Et sa mère m'écrit, il m'écrit. Je lui envoie une petite vidéo. Et je me dis, c'est malade parce que quand j'ai écrit cette série-là, une chose que j'ai dite, ce que j'aimerais faire, c'est de donner aux jeunes le goût de s'entraîner. Je voulais une lecture active, que le monde fasse comme avec Rocky. Dans le temps, on finissait d'écouter Rocky. Partait à la course, on disait, je m'entraîne, je vais devenir une machine. Puis là, dans ce temps-là, on avait Rocky, puis là, je voulais qu'il y ait un genre de Rocky. Puis Philippe, il s'entraîne, mon héros, comme un fou. Comme un fou. Fait que c'était ça que je cherchais. L'essence du livre, il est facile à lire, il est actif, mais surtout, je pense qu'il donne le goût de rêver et de s'entraîner. Excellent. Est-ce que le fait d'écrire, est-ce que
par rapport à ta vie de famille? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Est-ce que tu ne penses pas que tu retombes un peu dans les péchés d'autrefois quand tu étais... On avait trop de temps. c'est Ouais. ça. Est-ce que c'est la même gamique un Non. peu ou est-ce que c'est au contraire parce que tu es assis chez toi devant ta famille, donc c'est... La vie est posée. C'est sûr, il y a des rushs. Ça passe. Il y a des rushs dans mieux. n'importe quel métier. Tu sais. Ok. Il y a des fois, là, mais je suis vraiment moins dans le rush que je pouvais l'être au soccer. Tu sais, ça Ok. vient avec l'enseignement, des coups des coups de correction, tout ça. Mais je suis tellement reposé par rapport au niveau de fatigue qu'on pouvait avoir avec le métier de directeur technique Mhm. que j'ai une énergie Ok. incroyable et que je suis capable d'écrire. Mhm. Avant, j'en écrivais 2 par année. Je me suis blessé au dos. Ok. Fait que ça a réduit à 1, Ralentit mais un je vais peu. retrouver mon rythme à un moment donné Ok. d'en écrire plus. Puis non, j'écris le matin. Des fois, je vais me lever tôt le matin avant que les enfants se lèvent. Sinon, c'est quand ils sont couchés. Ok. Des fois, si ça joue tranquille, ma blonde corrige. Ou si j'ai Ok. fini ma correction, je vais ouvrir mon laptop, je vais écrire. À l'école, des fois, j'ai des moments libres quand tout est fait, là, tu sais, où je vais me changer les idées. Hop, une petite demi-heure d'écriture, là, ça fait du bien. Ok. Tu sais, ça devient un mode de vie. Je pense que c'est un peu comme le jogging, comme Ouais, ok. l'entraînement ou comme Ok. toi, ta business. Ok. Tu sais, je pense que ça devient un mode de vie. Ça devient... C'est le fun. Faut pas que ça soit... Si j'avais une grosse pression, Ouais, c'est ça. non, là, j'embarquerais. Moi, j'ai que du plaisir avec ça. Là. Ok. Sauf quand je fais correction. Est-ce que tu t'es fixé une limite par rapport à ça, Jean-Mich? Est-ce que tu peux revivre la même chose que tu as vécu comme avec Garneau après un certain temps? Tu vas te dire, OK, je pense. Ou peut-être. Ah non, l'écriture a toujours fait partie de ma vie. La lecture a toujours fait partie de ma vie. J'ai déjà dit dans d'autres podcasts, sur d'autres antennes, que j'avais été victime d'agression sexuelle, d'inceste par mon père quand j'étais plus jeune. Puis une des clés qui m'ont fait que je m'en suis sorti, c'est le sport, première des choses. Puis la deuxième clé, c'est la lecture puis l'écriture. C'était une fuite incroyable. Fait que je n'abandonnerai jamais ces deux clés-là qui m'ont ouvert des portes pour me sauver. Tu sais, ça, c'est sûr et certain. Est-ce que le rôle de Maryse, qu'on salue au passage, là, ta Maryse, magnifique blonde, ouais. dans l'athlète du couple, championne canadienne, je n'en doute pas. capitaine du Rouge. Hey, tu veux savoir une anecdote? Ouais, vas-y. Je pense qu'elle va être fâchée. Elder, quelques mois avant de mourir, Ouais. il a dit à Maryse, il dit, t'as été la meilleure capitaine du Rouge et Or que j'ai jamais eu. Ouais. Il a écrit ça. Tu sais, Elder, c'est un grand homme, là. Ouais. Il a écrit ça à ma blonde, comme ça, tu sais. Puis ma blonde, on n'était pas des amis. Ou Elder et moi, oui, mais tu sais, ma blonde a toujours... Elle puis Elder, dès qu'ils se voyaient, c'était les deux doigts de la main, ça niaisait, ça disait... Ils s'entendaient super bien. Il a écrit ça avec ma blonde, c'est une athlète, Maryse. Oui. Ma blonde, c'est sûr qu'elle m'aide là, là-dedans. Elle voit bien que c'est une passion. Mais je sais que ça prend le moins de temps en famille possible. Ça n'en prend, mais je sais que ça n'en prend le moins possible. Est-ce que tu prends de ses idées un peu? Est-ce qu'elle t'aide à composer? C'est ma première lectrice. OK, mais est-ce qu'elle participe ou directement? De la façon dont elle participe, tu vas comprendre. Ma blonde, là, c'est une prof de maths. Cartésienne. Moi, je suis dans les limbes, c'est des dragons qui jouent au soccer, des affaires de même. Je suis dans un nuage bien raide. Elle est cartésienne. Fait que quand je lui fais lire, si elle ne comprend pas quelque chose, il faut que je retravaille ce passage-là. Puis elle me le dit. Sans aucune gêne, c'est parfait. C'est ça que je veux. Ouais. OK, excellent. C'est ma première lectrice. Tous ses commentaires, permettez-moi l'expression anglaise, on target. OK. Bullseye, sur la cible, tout le temps. C'est bien d'avoir un c'est ma muse aussi, honnêtement. Elle m'inspire tellement. Okay, elle m'inspire plein de personnages. Justement, je voulais rebondir honnêtement parce que c'est un ami qu'on a perdu. C'est un être cher qu'on a perdu. Il a fait tellement beaucoup de bonnes choses pour nous tous ici. Présent, donc j'aimerais bien rebondir sur notre ami Elder. Je sais qu'il y a plein d'anecdotes, honnêtement, plein de folies, plein de niaiseries, comme on le connaissait. Est-ce que tu peux nous raconter un peu nous parler de cet homme qui nous manque beaucoup, notre ami Elder? Je te laisse, Jean-Mich. Je pense qu'il n'y a pas une journée où je pense pas à Elder. Tu sais, des fois, je vais essayer de me... Ouais, je sais, je vois un peu. Je pense que on se rend compte, quand les gens nous quittent, qu'ils occupent une place. Mais je pensais pas, puis je m'entendais bien, puis on s'aimait profondément, Elder et moi, puis on se le disait. Je pensais pas qu'il allait laisser un vide de même dans ma vie. Je ne pensais pas. Parce que j'ai pas fêté Noël avec lui. J'ai pas fêté le jour de l'an avec lui. Ouais.
C'était Il t'a marqué. un mentor, un collègue. À la fin, c'était un ami. C'est lui qui m'avait dit ça. Il dit, tu sais, dans le fond, on est des bons chums, puis t'es un bon ami. Je me rappelle des fois, vous preniez Ouais. le matin, puis le soir, il me dit j'ai appelé Jean-Mi, c'est bon, je suis allé. Et des fois, il venait te voir Ouais, honnêtement on au allait stade. se voir Là. au stade, on jasait C'est ça. jusqu'à minuit. Comme Ben disait aussi, des discussions. Là, tu sais, Ouais. Puis, tu sais, Elder, moi, là, avant sa mort, j'ai créé un personnage sur lui Ouais. dans le livre. Puis, j'ai pas été capable de le lâcher, ce personnage-là. Encore dans le Alexia, il est revenu. Il est revenu dans Basket. Il est revenu dans les jeux ultimes. C'est lui qui dirige comme tout ça. J'ai pas été capable. Excusez-moi. J'ai pas été capable de lâcher Elder. Il s'appelle Albert Duhart dans mes livres. Puis vous allez toujours le retrouver. Vous allez toujours le retrouver. Puis il y avait un clin d'œil. J'avais écrit un texte à sa mort, la nuit suivant sa mort, où je disais que je comprenais pas. J'étais couché chez nous, puis je comprenais pas quel impact il avait eu sur moi dans la vie. Puis à un moment donné, ça m'avait frappé. Puis j'avais dit, c'est comme Albus Dumbledore dans Harry Potter, Elder. Là. Fait que tu sais, c'était un AD, j'avais Albert Duhart. Puis j'ai encore fait un clin d'œil dans ma nouvelle série aussi. C'est une série fantastique, j'ai fait un clin d'œil à lui. Je suis pas capable de m'en défaire. Puis quand j'écrivais, ça a été thérapeutique parce que j'avais l'impression de l'avoir à côté de moi encore. Mais en même temps, c'était des grosses larmes aussi. Quand je réalisais, je revenais dans la réalité. Puis que je chantais ce trou-là, je me disais, tabarnak. Puis là, je me disais tout le temps, hey, sa famille, ses amis proches, Fortier, France, Amé, Manu, sa soeur, sa mère. Nathalie, oui. Tu sais, tu penses à ça, ses neveux, ses nièces. Imagine-toi, moi, là, avec tout ce que je vous ai dit par rapport à notre relation qu'on avait. J'ai ce trou-là, ce vide-là. Ça doit être énorme pour ces gens-là. Fait que là, tu sais, je me dis, si je peux garder un peu de sa mémoire vivante, tant mieux. Honnêtement, tu as vraiment bien fait, là. Nous, quand on rentre au stade TELUS, on a toujours le grand, tu te dis, sérieux, on le voyait tous les jours. Comme ça, le grand bonhomme avec ses pieds un peu... Marchand canard. C'est ça, exactement. Puis tu peux pas le louper parce qu'il est énorme, Elder. Tu sais, quand je le voyais, des fois, je disais, tu marches comme un guignol. Il me retournait vers moi, il dit, va donc chier. C'était parfait. C'est ça. Là. Donc, est-ce que tu te rappelles d'une ou deux anecdotes un peu... Je me rappelle, même si on m'a fait ramasser par Elder une fois. Là, j'avais fait j'avais pas une bonne idée comme d'été. J'avais pas réfléchi. Là. Rien de grave, là, mais ça correspondait pas à la philosophie de la région. Il m'appelle. Il dit là. Il dit, on s'entend bien, toi et moi. Là, moi, t'as le dire. Puis là, il me poive. C'est beau? Oui. Bon, il dit, viens-t'en. Il dit, j'arrive au stade. Il dit, viens-t'en, on va aller manger. On va aller prendre une bière. J'ai dit, OK, parfait. Fait qu'on est allé. On s'est couché à minuit, 1h. Mais, tu sais, ce que je retiens d'Elder, là, c'est vraiment les discussions. Il prenait le temps de parler aux gens, puis d'écouter, puis il aimait ça. Oui, il aimait ça. Il aimait conter des histoires, il aimait qu'on y en raconte. Tu sais, moi, j'avais l'impression que c'était comme un oncle, c'était comme un parrain, tu sais. Je le croisais, puis il était toujours content, il était honnête, il était intègre. Dès qu'il comptait un mensonge ou qu'il il se sentait pas bien, il me disait, je suis pas bien, il faut que j'aille le dire. J'ai pas dit ce que je pensais vraiment. Je peux lui pardonner, honnêtement. Oui, c'est ça. Tu sais, il était pas bien avec lui. Non, moi, l'anecdote, là, c'est toutes les discussions. Je me rappelle de... Tu sais, c'est fou quand tu penses à ça. Je dois me rappeler d'après une dizaine de discussions avec lui. Je me rappelle du lieu, du moment, du sujet. Hey, es-tu capable de dire ça de bien du monde, toi? Ah non, mais c'est des gens qui t'ont marqué, là. Donc. Non, mais réfléchis 30 secondes. Là. Ouais, même dans ta famille, des fois, des discussions, tu sais, sont tellement... Non, lui, là, je suis capable de me dire, telle soirée au stade, on a parlé de ça, je suis parti, il était 23h39 sur le cadran parce que le concierge me mettait dehors. Une autre fois au Normandin, à Val-Bélair. Un autre shot chez Boub au lac Beauport, tu sais, c'est... Non, c'est toutes les discussions. Elder, je veux dire, c'est... On pourrait s'être sans... On pourrait en jaser longtemps. Exactement. Je pense que... Exactement. On refera une peu importe ce que j'ai au calendrier. Oui, bien sûr. Tu seras parmi les invités, Jean-Mich. Honnêtement, Jean-Mich, je pense qu'on a fait un bon tour pour parler un peu de toi, de ton passé, des actualités, de ton présent. Honnêtement, je suis vraiment honoré de t'avoir parmi nous. Ça m'a permis aussi de te revoir physiquement, parce que ça fait... Je suis content. Je suis encore moins gros que toi, c'est pas super. Je vais rester poli. Ouais, c'est ça.
La prochaine fois, Ouais, c'est ça, je te sens un peu. Décoince-toi un peu dans ton podcast, mon ami. Toi, tes auditeurs vont monter. Non. On va plus de fun. Non, je suis déconcé, t'inquiète. Mais honnêtement, un mot de la fin, Jean-Mich. Je te laisse clôturer un peu. Tu me donnes le micro. T'aimerais quoi, Nabil, comme mot de la fin? J'en ai plein. Mais Tu veux que je te oriente sur quoi? Veux-tu que je te parle du soccer de la région? Non. Veux-tu... Surtout, honnêtement, on vise beaucoup les jeunes, les jeunes joueurs, joueuses. Après tant d'années d'implication à plusieurs niveaux, depuis le jeune âge, les jeunes, moi, je les vois stressés assez souvent. Des fois à juste titre, des fois un peu trop. Avec du recul, tu as vécu beaucoup de choses. Je pense... Un ou deux conseils que tu donnerais aux jeunes, honnêtement? Je pense qu'il y a beaucoup de confusion. Je pense que les jeunes vivent beaucoup de confusion. C'est pour ça qu'ils sont stressés. Je pense qu'ils sont confus dans l'énergie qu'ils ont à mettre à l'école. Je pense qu'ils sont confus dans l'énergie qu'ils ont à mettre dans leur sport. Je pense qu'ils sont confus dans l'énergie qu'ils ont à mettre comme amis. Fait que si dans le sport, on pouvait arrêter de les placer dans une certaine zone de confusion. Puis là, j'entends déjà, ouais, mais les jeunes, faudrait qu'il faut qu'ils apprennent à vivre avec la pression. Tu sais, oui, non, mais ils vont en avoir de la pression dans la vie, puis ils vont apprendre à vivre. Il faut juste qu'il y ait des balises solides, que leur milieu sportif, ça se peut que ça soit stressant des fois, mais que la plupart du temps, ça soit, c'est cool, c'est le fun. Je bosse, je travaille, j'ai du fun parce que je me surpasse. C'est dur, mais c'est pas malsain. Ouais, exact. Tu sais, c'est pas malsain la compétition entre mes coéquipiers, c'est pas malsain ma compétition dans le club, c'est pas malsain ma compétition avec un autre club. C'est sain, le sport, là. Puis moi, je veux dire, quand on coach, là, moi, je coach rendu un très grand entraîneur de hockey, Atome C, puis oui C. Je veux dire, tu sais, on va aller avoir du fun, là. On va se dépasser. Je vais vous chicaner si vous vous traînez les pieds, mais à part de ça, là, c'est pas avoir du fun. Là. Pas ici pour que tu te sentes pas bien puis que tu penses que tu es un moins que rien. Puis faut pas, l'autre mot de la fin, c'est qu'il faut pas surévaluer l'impact qu'on a sur les enfants. T'sais, des fois, on a tendance à penser qu'on va changer leur vie avec le sport. Exact. Pas faux. Mais il ne faut pas sous-estimer l'impact qu'on a dessus. Ça veut dire qu'on peut leur faire beaucoup de mal, puis beaucoup de bien. Mais dans les deux cas, essayez de rester équilibré. Arrivez pas comme un sauveur de ces mondes, là, puis dire « Hey, moi, je vais t'apprendre la vie à travers... » Non, il va l'apprendre anyway. Annonce-toi pas comme un prêcheur là, ou le Messie ou peu importe. Non. Fait que moi, je dirais vraiment... La confusion, là, faut y mettre fin un peu. Le sport, c'est fait pour avoir du fun. Excellent. Puis se surpasser, faire des efforts. Puis l'autre chose, c'est prenons notre gaz égal. Okay. On va les aider. Si tu changes ta vie, tant mieux, mais poursuis pas ça comme objectif. Exact. Assure-toi juste qu'il y a un milieu sain. Ça va être bien correct. Excellent. Si tu as un conseil à donner aux parents? Ben, en fait, c'est une étude que j'avais lue à l'époque que j'étais à l'INS. Là. Il avait sondé paquet d'experts, puis il disait qu'il y a une phrase que les parents devraient dire à leurs jeunes. Je disais ça à l'époque que j'étais au club, puis il y a des parents qui riaient de moi, il y en a d'autres qui trouvaient que c'était brillant, puis il y en a d'autres qui s'en sacraient comme dans l'an 40. C'est « J'ai vraiment aimé te voir jouer. » Embarque dans le char, viens, on s'en va à la maison. Fini. Point final. Conseil aux jeunes, c'est ça. Aux parents des jeunes, c'est-à-dire « J'ai vraiment aimé te voir jouer. » C'est ça que ça devrait être. Ils te regardent, là. Première affaire que tu dis, hey, écoute bien, là. On s'étire un peu, là, mais écoute bien, là. Première affaire que ton jeune te dit, tu lui dis, là, mettons, je trouve que ton patin de reculon, mettons, non, je suis bon, non, mon patin de reculon. Là, tu te dis, il a confiance en lui, mais il patine à 1 à l'heure. Ouais. Mais tais-toi. Il y a un entraîneur qui va lui montrer. Puis s'il y a un entraîneur qui ne montre pas, il va sortir tout seul le faire. Ah, mais là, si j'ai dit, il va l'apprendre plus vite. Ouais, il va l'apprendre plus vite, mais tu viens de venir zigouiller son estime personnelle. Mais oui, il y a de la casse, là, c'est ça. Fait que j'ai vraiment aimé te voir jouer. On va embarquer dans le char, viens-t'en. Ah oui, qu'il ait frappé quelqu'un, mais là, il dit, oui, mais monsieur, s'il a frappé, alors, je le sais bien, là, s'il en a frappé un, ou si vraiment il y avait un langage non-verbal complètement... Je comprends, mais je suis assuré que l'entraîneur va faire de quoi. Toi, comme parent, sur un coup de bâton dans la face, c'est sûr que tu vas intervenir. Mais dans la pratique normale, maudit que j'aimais ça de voir jouer aujourd'hui. Fini. Taisez-vous. Dites rien. T'es pas un coach. Okay, excellent. C'est vraiment bien. C'est bien dit. Jean-Mich, je te laisse faire une dédicace à des gens que tu aimes. Pour vrai? Oui, bien sûr. Oh, je t'ai pas préparé à ça, là. Non, mais...
Vas-y, Jean-Mich. Les gens que j'aime dans le milieu veux-tu du milieu du soccer? Honnêtement, Parce que, tu sais, ma famille, là, je veux dire, je les remercie tout le temps dans mes livres. Je peux le faire encore, là, mais tu sais, c'est sûr que ma blonde, des mes anciens enfants... potes un peu. Ouais, c'est ça. Ben, j'aimerais, c'est sûr, c'est incontournable. Je peux pas ne pas parler de Pablo Fetosa puis Carlos Garcia, avec qui j'ai travaillé au club super longtemps. Ouais, exact. Un fun fou. J'aimerais aussi David Côté, le batteur des Alouettes, avec qui j'ai coaché. Le fils à Daniel. Le fils à Daniel Côté, qu'on salue, le surveillant de stade par excellence. Lui, tu sais, il a organisé mon enterrement de vie de garçon à l'époque. Hein. Daniel, j'ai tellement eu de petites anecdotes. David, écoute, il a rien à cirer de son gardien de but. Il n'y en a rien à cirer de son coach de soccer dans le temps qu'il était gardien de but. Toutes les équipes du Québec qui couraient après. Ouais, c'est ça. Puis il m'écrit pareil quand j'écris bravo, des trucs de même. Exact. David, merci. Charles, avec qui j'ai coaché longtemps, je peux pas passer à côté. Puis saluer toute la communauté du soccer qui sont là pour les bonnes raisons. C'est de même que je vais dire ça. Ouais, exact. Soyez là pour les enfants. Exact. C'est pour ça qu'on fait ce job-là. Puis Olivier Brett. Salut Oli! Salut Oli, ouais. Oli! C'est vraiment magnifique de finir avec ça, Jean-Mich. Honnêtement, encore une fois, on est vraiment content de t'avoir ici. C'est toujours le fun, c'est toujours dans un climat vraiment avec beaucoup d'humour. Beaucoup d'amour et d'humour. Beaucoup d'amour aussi. Je pense que Fergus Brett, un grand homme que je salue aussi, dit que tout se dit avec amour dans la vie. Amour prend les différents degrés, une affection professionnelle ou quelque chose du genre. Puis moi, j'ai entendu cette phrase-là, je ne sais pas quel âge j'avais à cette époque-là. Ça a marqué ma vie, ça a changé. J'ai dit, c'est de même que... c'est exactement ça. Ça a résonné. Qui te manque, là, ouais. Fait que ça, c'est quelque chose qui est bien. Tout se dit avec amour dans la vie. Donc sur ce, on met fin à... Pas déjà. Ah ben oui. Là, attends un peu, là. Là, t'as combien de fans, toi, là? Ouais, mais... On peut faire un tirage si tu veux. Mais tu feras bien ce que tu veux. Mais moi, j'ai une copie de mon deuxième. Alors, regarde pas les autres, là. Ça, c'est. Je peux pas. Ça, c'est non. Pas de souci. C'est la copie de mon gars. Puis là, je suis très limité. Mais j'ai une copie de mon deuxième tome de ma nouvelle série de Soccer Fantastique, dont on n'a pas parlé. OK. Qui est un chef-d'œuvre que j'ai écrit avec un autre coach de soccer de la région, Miguel Mariello. Ouais. Qu'on salue au passage. Qu'on salue au passage. J'ai vu des photos ensemble. Ouais, le beau Miguel. On écrit Cathy. Enfants. Arrête, là. Il ne faut pas dévoiler tout. Là. Nabil. C'est la famille, honnêtement. C'est des amis. Donc, on peut se le permettre, honnêtement. Vous savez, ceux qui écoutent, là, les dizaines de milliers de personnes qui écoutent, Nabil Aned. Ne dis pas des conneries. Et le parfait sosie de Louis de Funès. C'est le Louis de Funès algérien. Et là, maintenant que j'ai dit ça publiquement, tout le monde va dire c'est incroyable. Quand ça vient de la part de Michel Courtemanche. Et voilà, le sosie de Michel Courtemanche. C'est parfait, hein? Voilà. En fait, c'est ça. On a grandi comme ça, Jean-Mich. On se connaît depuis 20 ans, donc... Mais mon livre, je le donne à quelqu'un, c'est le deuxième tome, fait qu'ils n'auront pas le choix d'aller s'acheter le premier. Merci, c'est vraiment sympa, honnêtement, Jean-Mich. En fait, tu le donneras à qui tu veux. Tu peux le faire tirage. On fera un tirage, exact. C'est le deuxième tome de ma série Jeunesse, pas tant jeunesse, sur le sport fantastique. Donc, on a créé un univers complètement pété, qui ressemble à un mélange de manga, d'Harry Potter puis de soccer. C'est bien. C'est vraiment fou raide, puis ça lève. Là. On est content. Les gens aiment vraiment, vraiment beaucoup. Puis, on jase peut-être pour faire un animé éventuellement aussi. Donc, tu sais, ça bouge pas mal. On est pas mal content. Fait que je vous ai amené le deuxième tome parce que j'ai une copie, c'est celle-là de mon gars. Donc, si je la donne, je me fais ça. Donc, voilà. Merci beaucoup, Jean-Mich, pour cette générosité. Alors, la soupe aux choux, Fantomas. Merci beaucoup, Jean-Mich. Honnêtement, c'est toujours plaisant. Merci beaucoup. Bye-bye, tout le monde. Ce qui met fin à notre épisode d'aujourd'hui. Merci, chères auditrices et auditeurs. On se dit tendance et histoire. J'ai de la misère à retenir. Merci beaucoup et au revoir.